Bonjour l'internet, j'espère que vous allez bien et que ce début de printemps et cette fin de ramadan se passent au mieux. Alors que je rédigeais les prochains épisodes, j'ai réalisé que je n'ai pas vraiment parlé, si ce n'est qu'occasionnellement, de deux domaines qui me fascinent et qui pourtant semblent très hermétiques à premier abord, la mode et l'espionnage. Je vous aurais prévenu. En premier lieu, je suis une très grande fan de Maurice Leblanc. Ça va être en cinquième le premier auteur sur lequel j'ai vraiment un gros coup de cœur, tu vois. Déjà, pour le côté satirique, critique de Sherlock Holmes, avec le personnage d'Herlock Sholmes, on avait un peu l'histoire du point de vue de l'anti-héros, du cambrioleur, et ça, je trouvais ça vraiment bien écrit. Et surtout, la façon dont Paris du 19e était décrite, et parce que le caractère charrot de Lupin, c'était un mec très con. C'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais on l'aimait bien, tu vois. Genre, je sais pas, c'était une garce avec les costumes, le travestissement, les vêtements. Tu sais, c'était un Coco Jojo de l'époque. Il avait la vision, il avait la vibe à l'époque. Tu sais, genre, c'était un non-rien. Mais je sais pas, c'est ce mec, aujourd'hui, il aurait fait des jaloux à la Fashion Week, il aurait été même certifié sur Pinterest. Je ne sais même pas si c'est possible. Mais enfin bref, parenthèse fermée. De l'autre côté, grande féministe que je me suis dit, je vais mettre les potaras sur les doigts, mes fesses sur ma chaise de bureau, et je vais écrire l'épisode sur l'une des histoires les plus folles de la Seconde Guerre mondiale. Une espionne prête à tout, quitte à se rallier à l'envahisseur, et il ne s'agit pas de n'importe qui, car, accrochez-vous, c'est Coco Chanel. Oui, avant d'être la robe de Lily Rose Depp en 2018, Chanel, c'était la personnification des garçonnes, des indépendantes, les femmes aux ambitions plein la tête et les cigarettes au bec. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de la mission d'espionnage de Coco Chanel pour les nazis. Rien que le titre est fou, vous n'êtes pas prêts. Avant toute chose, qui est Coco Chanel ? Son histoire est assez spéciale. De son vrai nom, Gabrielle Bonheur Chanel, sa vie n'a quant à elle rien du bonheur. Elle perd sa mère à 12 ans, son père décide de l'abandonner au couvent en 1895. Elle sera donc élevée par des nonnes et elle apprendra très jeune à coudre. Dès le début des années 1900, elle se fera déjà un nom en chantant et en dansant dans les salons parisiens. En parallèle, elle travaille sur ses croquis. Grâce à elle, Paris devient une référence de la sape, elle abolira les corsets et créera même les premiers vêtements de sport pour femmes. Grâce à elle, on a surtout eu en 1910 le Cinco, le Khamsa, le Five et je ne parle pas de foot. Vous l'aurez deviné, le numéro 5, le parfum signature de la maison, aujourd'hui l'un des plus vendus au monde. Pour l'anecdote, Chanel se reconnaissait beaucoup au travers d'un artiste en particulier, le poète maudit, marginalisé à son époque, idolâtré de nos jours, Baudelaire. Elle se reconnaissait beaucoup dans cet aspect de la boue, j'ai fait de l'or, d'un passé hideux, d'un passé à ne pas en être fier. Elle va créer la success story que l'on connaît aujourd'hui. Et du coup, pour aujourd'hui, la répétition est horrible, je vais m'intéresser à la boue, à l'aspect vicieux, l'aspect horrifique de l'histoire de cette femme. On est quelques temps après le prime de Coco Chanel, c'est la Seconde Guerre mondiale. Elle se voit obligée de fermer les rideaux du théâtre de son ascension dans le monde de la mode pour quelques temps. Elle se réfugiera donc au Ritz. C'est vraiment insolent de dire ça. Moi, je me réfugie au Ritz. Ta gueule. J'ai été très violente. Sujet à part. Et c'est là que mon histoire va prendre un tournant. On est en 1940, la Grande Guerre, l'Allemagne nazie redessine les frontières européennes et n'a jamais été aussi invaincue. Le 14 juin, c'est la drôle de guerre. Adolf Hitler débarque en France et s'accapare de la ville lumière. D'ailleurs, pour l'anecdote, alors que j'écrivais le podcast, j'étais à côté de mon daron et je parlais toute seule pour voir l'intonation, comment j'allais lire, etc. Rien de plus normal. Et c'est pas mon père, il écoute le podcast, il me dit « Ah, tu peux l'ajouter ça ?» en précisant que c'est moi qui te l'ai dit. Il faut savoir que le premier réflexe de Paris, lorsque Hitler est rentré sur la capitale, c'était de bloquer l'ascenseur de la Tour Eiffel pour pas qu'Hitler ne monte et qu'il mette le drapeau nazi. Je trouve ça vraiment fou. Cette anecdote, vous la prenez comme vous voulez. Moi, je l'ai adorée. 10 sur 10. Bref, parenthèse fermée encore une fois, je pense que vous êtes habitués. En tout cas, l'armée nazale,
NASA. En tout cas, l'armée nazie ne s'installera pas n'importe où, vu qu'elle va se retrouver au Ritz. Waouh, quelle coïncidence! Et c'est sans surprise que Coco Chanel fera leur rencontre. Elle discute avec eux, elle aura le crush, le eye contact, qui va mener à sa perte. Hans Günther van Diklange. J'ai pris LVB espagnol, ne me jugez pas s'il vous plaît. C'est un membre très fidèle, félicité par le dictateur, parce qu'il n'est autre que le bras droit de Goebbels. Rien que ça. Il est nazi, mais il est surtout jeune de 23 ans. Enfin, il a 23 ans de moins que Chanel. Mais elle calcule pas, quoi. Pour avoir eu des histoires avec les plus grands acteurs, les politiques, les personnages de son époque, Hans, pour elle, elle l'a dans la poche, c'est plié, c'est bouclé. S'ensuit donc une histoire d'amour folle. Elle va se rapprocher de lui entre deux batailles. La flamme se ravive dans leur couple alors que Pétain commence à mettre le feu aux poudres. T'es mal la bête de phrase. Et c'est par amour qu'elle aidera Hans et les nazis dans leurs recherches, notamment en tant qu'espionne sous le nom de F712, avec le nom de code Westminster, celui de son ex qu'elle avait largué il y a 4 ans. Elle sera plus qu'efficace, elle deviendra un des piliers de la tactique expansionniste, elle sera même impliquée à la ABWHER, le service de renseignement de l'état-major de l'Allemagne nazie. Seulement, c'est là que les versions diffèrent. Aujourd'hui, nous avions deux fins complètement différentes qui auraient pu et dû exister. La première très light, mais la deuxième, quant à elle, totalement folle, imprévisible, aujourd'hui vérifiée et documentée. La première histoire, je vous la fais courte, on supposerait que tout ça serait qu'une stratégie. Chanel qui joue de ses charmes, qui veut se taper l'attaché de Goebbels, qui veut s'infiltrer dans les nazis, c'est qu'un subterfuge, c'est qu'un artifice pour libérer son neveu de la résistance. Enfin, ce mec, son neveu, il aurait fait partie de la résistance et il aurait fait des sabotages. Et du coup, il s'est fait prendre et s'est infiltré. Et ça a marché. Ça reste encore très hypothétique, on est de l'ordre de la théorie et on a très peu de documents à l'appui à ce jour. Voilà, première partie, c'est bouclé. Maintenant, on va parler de l'histoire vraie. Celle aujourd'hui validée, acceptée du monde de la mode, des médias et des politiques, qui l'a bouleversée, qui l'a chamboulée, qui l'a complètement... Waouh. Elle a su révéler le spleen de Coco Chanel. Certains lui en voudront, d'autres l'acclameront, ce que je trouve complètement abominable. Tu acclames pas quelqu'un qui a aidé Hitler. Mais passons, on va en parler plus tard. Du coup, pour le coup, on va faire un grand bond en avant. Très très grand bond en avant. Tu vas prendre l'avion, tu vas faire psh, oh, je suis arrivée. On est en 2011, j'ai 5 ans. Mais c'est pas très important puisque en 2011, il y a l'auteur Al Vaughan, historien spécialisé de la période de la Seconde Guerre mondiale, qui dévoilera au grand jour la bête noire de la marque de luxe. Le passé houleux derrière les strass et les dentelles. Je m'excuse pour les bonds en avant, en arrière. C'est un peu une gymnastique du cerveau, je vous l'accorde, je suis vraiment désolée. Mais enfin bref. Du coup, on bobine, on revient en arrière. C'était censé être un bruit de rembobine. Enfin, c'est pas grave. Nous sommes donc en 1940 dans cet hôtel du Ritz. Coco Chanel rencontre les pro-nazis. Elle va se taper Hans. Elle bossera pour l'ABWHER. Pour l'instant, il n'y a rien qui change, tout va bien. Enfin, tout va... Non, rien ne va bien, mais vous avez compris. Bref. Du coup, t'as Al Vaughan, l'auteur, qui affirme que Coco Chanel aurait été l'infiltré nazi au milieu des Alliés. On lui aurait confié plusieurs missions afin de tirer des informations au sujet de l'armée britannique. Sa mission, mot des luttes, consistait à négocier un traité de paix avec le prince de Galles, prince qu'elle connaissait très bien, c'était son poteau, voilà. Ça avait l'air d'aller. Aujourd'hui, on n'a pas de vraies preuves de la véracité de la rencontre, mais on a des dossiers qui suggéreraient comme quoi cette mission aurait eu lieu. Cette forte alliance avec le parti nazi n'était pas du tout motivée par des convictions, des intérêts ou même des pensées très antisémites et homophobes. Non, c'était rien de tout ça. En fait, c'était juste pour se venger de son ex. Il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de blague, c'est très premier degré. Voyez tout à l'heure,
Je vous ai dit que le nom de code de Chanel, c'était Westminster, l'ex qu'elle avait largué il y a 4 ans. Eh bien, ce Westminster, elle voulait s'en venger parce qu'il l'aurait privé de son propre projet. Westminster était un homme d'affaires très reconnu, un Parisien comme on a l'habitude d'entendre parler, tu sais, le bel ami, voilà, c'est ça. Sauf qu'il était déjà blindé à la base. Il aurait déposé le label Coco Chanel en son nom à lui, faisant bénéficier la créatrice elle-même de seulement 2%. Coco Chanel touchait 2% de Coco Chanel. Après, bon, c'était un peu le seul moyen pour toi de te faire un nom dans le professionnel quand t'es une femme, mais malheureusement, est-ce que ça a changé? Bon, et du coup, comme vous en doutiez, ce Westminster était de confession juive. Elle a donc jugé bon de s'en prendre à cette religion pour l'anéantir. Pas la religion, son ex. Elle sera donc jugée antisémite et collabo, mais elle passera au travers des mailles du filet. Elle ne sera en aucun cas jugée au procès de Nuremberg pour espionnage, parce qu'elle était hyper pote avec Churchill. Y a encore une fois, il n'y a pas de blague. C'était vraiment le « t'es trop ma pote, c'est bon, c'est pas grave, t'as été impliquée dans une histoire de 50 millions de morts. C'est pas grave, t'inquiète. » je sais pas, enfin mec, moi ça me frustre. Et je sais pas, du coup il va la pardonner, il va fermer les yeux et elle va se casser en Suisse. Voilà. Bah, elle s'en sort bien, hein, j'ai envie de te dire, pour pas être jugée au procès de Nuremberg, alors qu'elle était ouvertement nazie et infiltrée à la BWHER. Enfin, c'est bref. Du coup, vous allez me dire, qu'en est-il aujourd'hui en 2024? Eh bien, update, Chanel, bah, elle appartient au petit-fils de Westminster. La tombe de Chanel doit puer le seum. Donc, non seulement t'es ouvertement antisémite et tu te rallies à des causes bof, en plus, t'arrives même pas à tes fins. Mec, la frustration, elle est palpable, mec. Mais enfin bref, c'est vraiment fort. Et il faut savoir que cette version, c'est celle qui a été confirmée. Quoique je vous aurais un peu menti. Voyez l'histoire de Chanel, la première, où je vous ai dit que Chanel serait infiltrée pour pouvoir sauver son neveu qui était membre de la résistance. Eh bien, ça a vraiment existé. Sauf qu'il ne s'agissait pas du tout de Chanel, mais d'un autre grand créateur de mode, Christian Dior. En effet, il serait fait passer pour un allié du maréchal, un collabo pour libérer sa nièce Madeleine, capturée et mise en détention pour vandalisme à l'aide de la résistance. Waouh, moi je trouve ça beau que cette histoire ait vraiment existé, quoi. Mais enfin bref, waouh, beaucoup d'émotions, j'ai trouvé ça intense, c'était riche, c'était fort, c'était vrai. J'aime vraiment ces histoires, elles sont assez anecdotiques et elles ont su amener des sujets qui, à premier abord, peuvent ne pas du tout sembler liés, très hermétiques, mais qu'ils sont totalement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la mode et l'art, ils doivent s'ajuster et ils sont vus ajustés au contexte politique qui les environne. Et je pense qu'on peut translater cette pensée à aujourd'hui quand tu vois des célébrités arrêtées pour leurs convictions. Je pense à Hunter Schafer qui a été récemment mis en garde à vue pour avoir manifesté pour la Palestine. C'est vraiment fort, courageux de sa part. Quand tu vois que plusieurs célébrités n'ont pas voulu ou n'ont pas su se prononcer quant à ce sujet très houleux aujourd'hui, mais on salue son courage, on la félicite et on admire. Voilà, j'ai juste admiré. Après, la police l'a arrêtée. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles et j'espère qu'elle va bien. Cette histoire a montré que la pop culture, elle doit s'imprégner de ce qui l'entoure et qu'elle ne doit pas être une bulle, qu'elle ne doit pas se renfermer, se recroqueviller sur elle-même et s'intéresser, s'ouvrir au monde politique. Bref, ce podcast touche à sa fin. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Je suis encore très malade pour des raisons personnelles. J'essaie d'écouter mon corps et pour le moment, c'est plus du repos dont j'ai besoin. Mais sauf que ça m'a beaucoup plu d'écrire, de chercher, d'enregistrer, de kiffer, de rigoler. Bref, tout ça. J'essaie de rester positive. Tout va bien se passer, ça j'en suis certaine.
profitez de vos derniers jours de jeûne, en ces dernières prières de Tarawih, une pensée aux victimes de Gaza, une pensée à nous tous. Prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs, que du love, je vous aime 1000 fois, bisous.